Se rendre à Cannes, pour tout cinéphile, c'est s'embarquer pour de nouveaux horizons et tenter de se trouver une place dans le monde. Pour cette 71e édition, nous avons navigué au cœur des ténèbres du nouveau film de Guillaume Niclou, partagé les amours tourmentés du Polonais Paweł Pawlikowski, pour terminer avec le deuxième long métrage de Romain Gavras, Fils d'eux, qui signe un polar matiné de comédie italienne des années 60. Chacun de ces réalisateurs a bien voulu partager un peu de l'intimité qui se cache derrière leurs images et visiter les références de ce cinéma qui continue de leur servir d'école. Faut faire une pause, le gamin est crevé. Présenté à la quinzaine des réalisateurs, Les confins du monde de Guillaume Niclou est une dérive existentielle qui nous plonge en pleine guerre d'Indochine après 1945. Une histoire de vengeance construite comme un récit initiatique où le héros, incarné par un Gaspard Ulliel réinventé, apprendra la noirceur de l'âme humaine à ses dépens. T'en as parlé à Serban? Non, pourquoi? T'aimes bien discuter avec lui, non? Pourquoi tu dis ça? On prend pas pour un con. Alors quand on parle de réalisation, c'est toujours un peu abstrait pour les spectateurs. Alors je vais vous mettre un peu à l'exercice. Pour comprendre de quoi est fait votre métier, est-ce que vous pourriez mettre en scène notre interview? Déjà, le plus important pour moi, c'est de me laisser guider par le lieu, en fait. Parce qu'on est statique. Là, a priori, on va être statique. C'est vous qui décidez. Où on peut aller s'asseoir? C'est vous qui décidez. On peut aller s'asseoir, alors, peut-être. Très bien. Alors, si on va s'asseoir, vous pouvez nous accompagner. Tu peux te mettre là, voilà. Je me mets là. On va être bien, là. Voilà. Tu peux baisser ton pied. On va se mettre à hauteur d'yeux. Voilà, le contre-champ va se mettre là. Donc le contre-champ, c'est L'inverse, celui-là. ouais. Très bien. Et puis l'autre caméra, on va la mettre en face. Tu viens un petit peu plus dans mon dos, si tu veux bien aussi. Comme ça, tu peux prendre un petit peu d'amorce. Alors on va le filmer un peu comme une séquence de cinéma, quoi. Tu vas choisir comment tes prisonniers? Je vais demander les plus maigres. Ils ont faim, ils sont prêts à tout pour bouffer. Ces confins du monde, Guillaume Niclou, est-ce qu'on peut l'envisager comme le troisième volet d'un triptyque qui aurait commencé en 2015 avec Valley of Love, qui serait prolongé avec The End et qui se terminerait aujourd'hui? Oui, on peut tisser un lien assez ténu ou invisible entre le personnage de Gérard Depardieu et puis l'espèce de filiation qui est en train de se créer peut-être avec Gaspard Ulliel, je l'espère, comme une espèce de continuité de père spirituel, de personnages qui se projettent. Il y a l'espèce de mise en abîme où on pourrait en effet penser que la mort de Depardieu dans The End correspond à la résurrection de Gaspard Ulliel dans Les confins du monde. Quand William Friedkin fait Sorcerer, quand Coppola fait Apocalypse Now, ils appartiennent au Nouvel Hollywood. Et leur rapport au cinéma, c'est d'abord un défi artistique. C'est que la nature soit un élément de leur dramaturgie. D'une certaine façon, j'associerais Herzog, qui a un rapport très particulier au lieu dans lequel ces aventures se mettent en place, que ce soit des films comme Fitzcarraldo ou Aguirre, même Cobra Verde, plongé dans une géographie qui est totalement imbriquée dans l'histoire qu'il raconte. Et du coup, cette géographie, ce climat, impose des règles auxquelles on est obligé de se plier et qu'on intègre à l'intérieur de notre expérience cinématographique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un film qu'on tourne, c'est un moment de vie qui participe à ce que l'on fait tous ensemble en plus. Donc c'est une relation très étrange au réel, puisque l'art du cinématographe, ou du digitographe maintenant, c'est vraiment de mentir le plus sincèrement possible. Putain, tu fais chier. C'est sûr que tu vas aller dans ce merdier. Quels sont les metteurs en scène, pour vous, qui ont été vos meilleurs professeurs? J'ai cité quelqu'un dont j'ai toujours été extrêmement fasciné, dérouté, chahuté. Et c'est Werner Herzog. Sa filmographie est extrêmement riche parce qu'il peut se mettre à faire du documentaire et puis faire un film de fiction. Et c'est souvent ce qui m'intéresse le plus. C'est tout ce que je n'arrive pas à comprendre, mais tout ce que je ressens et qui me fait voyager d'une façon encore plus belle. Je rentre de Saigon, là-bas, c'est la grande fête, ça.
La décadence. On dirait que les Français célèbrent le champ de ruines qui est devenu l'Europe. Pour me dire ça que vous êtes revenu? Non. Non. J'étais à Cabichotan le jour du massacre, comme vous. Je suis parti avant. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés. On pense, quand on voit votre film, à la 317e section, 1965. Il est comme vous, Pierre Schoendoerfer, ou vous êtes comme lui plutôt. C'est-à-dire, vous ne vous intéressez pas à l'habit militaire, ni au dogme, ni à la brutalité. Il y a le même dépouillement. Alors, c'est un film, c'est vrai, très emblématique parce qu'il a été le film de chevet de tous ceux qui se sont attaqués au film sur la guerre du Vietnam, que ce soit Coppola, Cimino, que ce soit Oliver Stone, parce que c'était le premier film qui montrait la guerre d'une façon aussi dépouillée, sans jamais montrer l'ennemi, mais en s'attachant à l'angoisse qu'elle générait. Et où je pense qu'à travers ce film, on perçoit à la fois le désarroi, mais aussi la force vive que crée la guerre. C'est totalement irrationnel, mais c'est sur ce champ de bataille qu'on est à la fois le plus vivant, d'une certaine façon, parce qu'on n'est jamais aussi proche de la mort. Pourquoi vous m'avez rien dit? Complexe du survivant. Quand j'ai écouté votre histoire chez le commandant Orlan, je me suis senti moins seul, moins coupable. Coupable de quoi? D'être vivant. Depuis plusieurs années, je suis revenu à un cinéma peut-être plus introspectif, dans lequel l'humain a pris un pas plus important et la quête, en tout cas une espèce de quête existentielle, où les personnages essaieraient de se découvrir eux-mêmes au travers des aventures qu'ils vivent. À Cannes, cette année, il était aussi question d'amour fou. Vous savez, ce risque qu'il faut savoir courir pour vivre. Après l'Oscar du meilleur film étranger en 2015 pour Ida, le réalisateur polonais a pris son temps pour nous raconter l'évolution d'une passion dévorante entre un musicien et une chanteuse, où les non-dits racontent davantage que bien des dialogues. Bonjour Pavel Pawlikowski. Vous avez 3 caméras. Comment vous aimeriez qu'on mette en scène notre entretien? Il faut que je passe une semaine à y réfléchir. Très bien. Non, mais On tout se de suite, retrouve dans une semaine. Non, il faut trouver l'angle juste, Ouais. espérer qu'il y aura une vie dedans. J'ai tourné quelques scènes d'une façon très traditionnelle. J'étais un peu moins dogmatique avec ce film qu'avec Ida. Est-ce que c'est le film qui commande justement le choix des focales? Oui, à un certain point, oui. Oui. Non, au début, on fait des décisions qu'on utilise 40 mm ou 50 mm. On se limite avec des choix. Mais peu à peu, quand le film trouve sa forme, tout devient très clair et le film dirige soi-même. Les spectateurs vont être saisis d'abord par le format. On va faire un petit cours de technique, mais très rapide. Le format natif du cinéma muet, c'est 1,33, c'est-à-dire une image carrée. Les gens au cinéma ont l'habitude de voir en général un format un peu plus allongé, 1,85 ou un cinémascope. Oui. Vous revenez presque au langage naturel du cinéma muet. Vous faites un 1,37. Dans ce film-là, Zimna Wojna, on n'a pas cadré comme ça, mais on a élevé un peu la caméra très souvent, un peu plus haut, pour qu'il y ait plus de perspective et plus de choses qui se passent dans la profondeur. En Ida, je voulais une chose assez... des tableaux très plats, ouais. Assez plats, en majorité. Ici, je voulais qu'il y ait c'est pas panoramique, mais il y a panorama en profondeur. D'accord. Est-ce que justement vos cadrages, ils sont inspirés par la photographie, par la peinture ou par l'architecture? Photographie, évidemment, parce que quand on voit de bonnes photographies de Cartier-Bresson, etc., ça vous reste dans la tête, la force de la photographie.
Et aussi, j'essaie de ne pas avoir des scènes comme ça, comme notre entretien. Alors, quand j'écris, je pense déjà comment écrire d'une façon que ça donne la possibilité de sculpter une forte image, une image forte. Quels sont les metteurs en scène ou les films qui vous ont servi d'école, qui ont été vos professeurs? Les films que j'aimais, qui m'ont vraiment bouleversé, mais c'était, vous savez, évidemment la nouvelle vague, Vivre sa vie, un film qui m'a resté dans la tête pendant des décennies. La nouvelle vague tchèque, le film de Miloš Forman, les premiers 3 films de Miloš Forman. Il y avait des films de Terrence Malick, les premiers 2, j'adorais. Je ne sais pas si j'ai appris quelque chose, mais j'adore ce lyricisme, ce lien entre le paysage et le visage. Est-ce que Antonioni et Bergman, c'est des choses qui vous ont nourri? Bergman pour les relations du cœur, c'est-à-dire ce que Bergman raconte, comme ce que vous racontez, oui. C'est les intermittences du cœur. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr du sentiment amoureux. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, sûrement, chez Bergman, il y a tellement de cinéma différents. Le film sur les prêtres, comment il s'appelle, Winter's Light. J'adorais ce film, mais formellement, ça restait des traces sûrement. Il y a des éclipses dans le récit et tu dois imaginer qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Je suis sûr que ça m'a encouragé de faire des ellipses chez moi. Au début, je voulais le faire en couleur pour ne pas se répéter. Alors j'ai essayé d'imaginer une palette de couleurs et je n'arrivais pas à imaginer. La vie en Pologne dans cette époque était très grise. C'est bien d'abstraire, non? Quand on fait de l'art en général, de faire c'est plus métaphorique déjà parce que c'est clair que la vie est en couleur. Alors blanc-noir, ça métaphorise tout de suite la réalité, non? Le noir et blanc, chez vous, ça imprime un style. Oui. Le format imprime un style. Et Gustave Flaubert, le romancier, dit « Le style, c'est autant l'âme que la chair d'une œuvre ». Oui. Est-ce qu'on peut faire de vous un styliste? Non, mais style vient de l'âme, un peu. C'était l'œuf ou le poulet avant. L'œuf ou la poule. Ou la poule, non? Je crois que c'est plutôt l'âme qui m'aide à trouver le style. Et après, le style vit sa vie. Ça n'a rien à voir avec la technique, le style, c'est ça ce que vous nous dites? Oui, tout à fait. Délaissant la compétition officielle, la comédie s'invite à la quinzaine des réalisateurs grâce à la caméra de Romain Gavras. Le monde est à toi est une farce cruelle qui met en scène une mère, son fils dealer et un avenir autour d'une piscine de 8 mètres carrés. Cette histoire loufoque qui fait la part belle aux situations absurdes est un miroir à peine déformant d'une société qui cherche son salut dans un rêve de normalité bien loin du vide ambiant. Comment on présente ce film? Est-ce que c'est un film de genre? Est-ce que c'est un polar? Ou c'est un film inclassable? Je pense que c'est un film de genre, mais aussi une comédie, mais aussi un film émouvant, je l'espère. Donc voilà, ça se situe un peu entre ces 3 zones-là. Film de genre, et ça serait quel genre? Un film de gangster, mais avec des éléments twistés, on va dire. Mais enfin, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Non, mais jeune homme, qu'est-ce qui vous prend? Je pense que au secours! S'il te plaît, non. Au secours! Non, c'est pas le moment, là. Sécurité! Non, s'il te plaît, je fais partie de 2 heures. Il y a une sécurité dans ce magasin! On me vole. Qu'est-ce qui se passe ici? Chez les écrivains, il est essentiel de choisir des mots. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans votre mise en scène? Le travail et la rigueur. Par exemple, je tourne maintenant... Il y a beaucoup de films qui se tournent à 2 caméras parce que ça va plus vite, comme la grammaire des séries. Moi, ça, je me l'interdis. Parce qu'à partir du moment où on tourne à 2 caméras, on fait que couvrir, en fait. Donc, on réfléchit plus à sa mise en scène. Il n'y a plus de parti pris. Il n'y a plus de parti pris. Et je pense que c'est très important, les partis pris. C'est ça qui va faire que la mise en scène, oui, on va réfléchir à la scène, réfléchir au sens de la scène, réfléchir à tout ça, à la mettre en image, à la mettre dans la grammaire globale du film.
Qu'est-ce que vous avez suivi comme direction par rapport à ça? Comme direction, moi, je voulais quelque chose d'assez cadré. On a beaucoup parlé avec mon chef opérateur, André Chemetov. Quelque chose d'assez cadré. On avait une petite grue tout le temps au cul du camion qu'on peut monter comme ça. Mais du coup, on a pas mal de plans avec cette petite grue qui permettent des plans... dans la continuité. Dans la continuité et d'avoir cette espèce de rythme-là, de ne pas être caméra au point tout le temps et d'avoir une espèce de grammaire assez construite, assez cadrée et de plus en plus frénétique au fur et à mesure du film. Quels sont les metteurs en scène ou les films qui vous ont servi d'école, de professeur? Moi, je suis fasciné par les films italiens des années 60 et 70, c'est-à-dire surtout pour ce film-là, des films comme Le Pigeon, comme... Mario Monicelli. Voilà, comme Affreux, sale et méchant. D'ailleurs, le personnage de Vincent Cassel pourrait être un personnage du pigeon. Oui, bien sûr. Parce que son air un peu bête, cet homme qui veut faire un casse mais qui ne comprend pas à quoi il se prête, il y a beaucoup de ça. Mais même s'il est un peu bas de plafond dans le film, ce que j'aime bien dans ces comédies italiennes de cette époque-là, c'est que même quand les personnages sont bas de plafond, il y a de la tendresse. L'idée, c'est qu'on est des flics, mais corrompus. Donc on doit un peu se comporter comme des Kairas, tu vois. Quoi? Genre on est des faux flics. Alors on est des vrais flics. Mais Ripou, le but c'est qu'il pense s'être fait voler par des vrais flics. D'accord. Mais bon, ça alors, c'est des faux flingues. Non, c'est un vrai flingue. Mais c'est juste qu'ils sont pas chargés, quoi. C'est tout. Bon, c'est comme si c'était des faux flingues. Ok. Ça va, t'as capté? Ouais. Cool. On décolle. Et pour ce film, je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont influencé. Ça passe de Sergio Leone, parce qu'il y a bien un côté western dans le film. Il y a un film qui m'a beaucoup influencé. J'avais déjà commencé à écrire le scénario et c'est mon père qui m'a dit « Ah mais regarde ce film, je crois que ça s'appelle White Heat avec James Cagney, où c'est un gangster qui a une mère hyper dure. Donc le film est complètement différent, mais en fait de le voir c'était intéressant pour nous parce que un des points qu'on a beaucoup aimé développer dans le film, c'est ce côté fils à maman, c'est-à-dire qu'on est dans un film de voyous, mais où ils sont tous un peu fragiles et un peu tous des fils à maman. Vous êtes né en 1981, ouais. C'est un secret pour personne. C'est au moment où votre père est en train de tourner Missing, qui lui valut ici à Cannes sa Palme d'Or. Ouais. À quel moment vous l'avez vue, cette Palme d'Or? Dès l'âge de 10 ans, j'avais déjà vu tous les films de mon père, mais je comprenais absolument pas ce qui se passait dedans. Il a fallu attendre l'adolescence plus tardive pour les revoir. Et puis dans la famille, très jeune, ils nous impliquaient dans les goûts de cinéma, de qu'est-ce que tu as pensé de ce film. Moi, je fais la même chose avec ma fille maintenant. Elle me dit « Ah, j'ai aimé, j'ai pas aimé ». J'ai dit « C'est pas une réponse, il faut développer ». Et donc, très jeune, on a, que ce soit mes frères ou ma sœur ou moi-même, on a été confrontés comme ça à cette idée de « Ah, il faut analyser les films, il faut… » Et même encore aujourd'hui, on s'échange les scénarios, on est dur entre nous. Voilà. Dernière question, Romain. Pourquoi filmez-vous? J'ai commencé très très jeune. Ça a toujours été autour de moi quand j'ai grandi. Et il n'y a jamais eu d'autres options dans ma tête, en fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre que je sais faire. En fait, au fond, je veux créer un monde que j'aime, où je peux entrer, où je veux entrer. Pour l'intensité que ça procure. Alors il y a de la peur et de la beauté, de l'amour dans tout ça. Mais peut-être que le mot intensité rassemble toutes ces choses à la fois. Que ce soit l'évidence d'une raison d'être, le besoin de vivre dans un autre monde ou de le fabriquer avec intensité, nous aurons nous aussi, spectateurs, toujours besoin de la fiction pour affronter le réel, à Cannes et partout ailleurs.